Quand j'avais fait ma vidéo sur le festival d'Annecy, je vous ai demandé à un moment si vous souhaitez que je parle de l'industrie classique de l'animation, et il y a des gens parmi vous qui ont dit oui. Pour ceux qui savent pas c'est quoi l'industrie de l'animation, en gros ça concerne tout ce qu'on peut animer, genre des films, des séries, des publicités, et ainsi de suite. On peut trouver plein de techniques artistiques différentes et des tonnes de métiers dont on ne soupçonne même pas l'existence. Du style, il y a des gens qui vont animer que des trucs spécifiques comme des chats ou juste des grains de sable. J'ai deux disclaimers à faire avant de commencer. Là, quand je parle de l'industrie de l'animation, je fais avant tout référence au système classique qu'on trouve en Occident et qui existait déjà avant Internet. C'est pas toujours mainstream car ce milieu peut certes être classique mais rester une niche, tout comme ça peut se faire de façon underground sur le web et devenir populaire. En ce qui me concerne, j'en parle surtout en tant que consommatrice et créatrice de dessins animés. Je n'ai jamais bossé dans un studio d'animation et ça ne m'intéresse pas. Quand j'ai fait des études et des formations dans l'anime, c'est pour faire des projets personnels comme ma chaîne YouTube. Quand j'étais petite, c'était un mystère pour moi de savoir comment l'industrie de l'animation fonctionne et quand j'étais ado, je pensais que tous les gens qui animent doivent forcément suivre le même schéma. Je me demandais qui ils sont, comment ils s'organisent, combien de temps il leur faut pour animer une scène. Quand je voyais les crédits dans les génériques, j'avais pas tout de suite fait le lien entre leur nom et comment était produit un épisode de dessin animé. D'un côté, on se dit que ça sort comme par magie et de l'autre qu'il faut vraiment toute une armée pour pas grand chose. J'imaginais que les personnes qui ont leur nom dedans sont toutes des célébrités, que ça leur arrivait souvent de signer des autographes car quelqu'un a appris qu'ils ont bossé chez Disney ou autre et je me demandais de quoi ont l'air les tapis rouges quand il y a plein de gens qui déboulent comme ça d'un coup. Je pensais que c'était des personnes qui comme moi sont des passionnés avec qui on partage la même vision des choses, que ce sont avant tout des créatifs et non pas des techniciens qui vont juste exécuter les ordres et que chacun a sa propre individualité. Je me disais que certains sont sûrement des grands enfants qui ne veulent pas grandir. J'allais même jusqu'à penser qu'ils étaient tous bien payés et qu'ils ne vivaient pas constamment dans le stress des délais et tout. Attention, je ne disais pas que leur métier a l'air facile, au contraire. Lorsqu'à mon tour j'ai eu envie de faire des dessins animés, je savais que j'étais à des années-lumière des ressources qu'il faut pour ça et j'avais déjà anticipé des décisions d'avenir du style ne pas avoir d'enfants car je sentais à quel point ça pouvait être très chronophage. On me faisait déjà comprendre avant le brevet que ce milieu est élitiste et j'imaginais que dans les écoles d'anime, les gens passaient leur journée à s'exercer en animant chaque image avec un crayon sur du papier comme s'il n'y avait pas d'autre domaine. C'est pas le fait de dessiner qui m'intéresse le plus, c'est celui de raconter des histoires, sauf que je veux voir des images et non pas des pavés, donc forcément j'ai continué de faire les deux. Aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours eu une aversion pour les aspects techniques de l'animation. Surtout quand je voyais les backstage du truc en DVD, à tel point que ça a fait ressortir mon côté girly qui n'aime pas les trucs de garçon. Même si ça se limitait qu'à des étapes comme le doublage, c'était déjà trop technique pour moi. Surtout quand je voyais le matos que les gens utilisent. Pour moi, regarder tout ça, c'est se dire qu'en vrai les gens se cassent la tête pour rien et que doit bien y avoir un raccourci à tout ce bordel. C'est vraiment l'un des trucs qui ne me fait pas rêver là-dedans. Au plus c'est complexe, au plus je perds le fil. Plus tard, quand j'ai vu des backstage dans d'autres contextes et formats, j'ai trouvé ça plus digeste car on sent qu'il y a réellement une âme dans ce qu'ils font. Pour les DVD, valait mieux que ce soit les indépendants avec peu de budget qui s'y collent alors que pour internet et la vraie vie, c'est ok de voir les coulisses des gros studios. C'est possible que ça m'a déjà freiné dans mon parcours parce que je passais à côté de ce truc-là, sauf qu'avec du recul, quand je vois comment tout évolue avec la technologie ou autre, je trouve ma réaction de plus en plus saine et avant-gardiste. Quand j'aurai un jour mon propre studio d'anime ou autre système qui s'en rapproche, faudra vraiment que j'essaye de faire en sorte que ce soit pas trop complexe pour moi ni pour mes collaborateurs. Surtout si on veut s'y retrouver après là-dedans. Maintenant que j'y pense pour les années post-brevet, j'ai jamais réussi à être productif dans un environnement type open space où il y a d'autres gens et ordi, donc c'est obligé qu'il y a une corrélation avec ça. C'est l'un des trucs qui a fait que j'ai arrêté mes études dessus. Cela dit, j'ai eu suffisamment de temps pour analyser une partie de l'industrie de l'animation dans cet angle-là. Il faut savoir que la plupart des gens qui font des études dans les films d'animation ou d'autres filières qui s'en rapprochent cherchent juste à se créer un réseau. Sauf que c'est pas inné pour tous les étudiants. En vrai, ceux qui ont le temps de réseauter ne sont pas uniquement populaires ou extravertis. Ils ont surtout un capital social ou autre qui leur donne le temps de faire ça tranquillement, sans se laisser envahir par le stress des devoirs et du projet de fin d'année. C'est pas différent du réseautage habituel dans le sens où tout le monde papillonne d'un groupe à un autre selon ses intérêts. Beaucoup trouvent leur stage et arrivent à se débrouiller que comme ça pour choper des bonnes combines, surtout ceux qui sont en master. Dans mon cas, c'est très compliqué de faire ça dans ce genre de situation. Surtout pour des raisons de santé, car déjà là à l'époque j'étais incapable de me faire à manger sans assistance, alors mettre en plus du networking, là c'était trop pour mon emploi du temps. Les cours ne sont pas forcément représentatifs de ce qu'il se fait dans les studios d'anime, mis à part pour certaines matières et les projets de fin d'année. Il y a aussi les workshops qui eux permettent d'avoir une meilleure idée de la chose. Plus on avance dans les études, plus ça devient des trucs chiants de techniciens. Les salles avec des PC donnent déjà une idée à quoi ressemble un studio d'anime lambda. Surtout chez les masters, et c'est fréquent qu'ils passent leur vie là-bas à cause des devoirs. D'ailleurs, les exercices que les étudiants doivent faire vont davantage se rapprocher de ce qu'on voit dans la pop culture et moins de ce qui est plus répandu dans cette industrie. C'est-à-dire les dessins animés pour les bébés. À moins de réussir à trouver un stage dans un studio d'anime ou de tomber sur des contacts qui permettent d'en visiter un sans montrer qu'on est une menace potentielle pour eux, le meilleur moyen d'en savoir plus là-dessus, c'est de poser des questions aux intervenants et de tomber sur d'autres personnes de ce milieu. Il n'y a pas de suivi après les études et les écoles ne nous préparent pas assez au monde professionnel. Ce qui fait que plein d'infos là-dessus sont surtout trouvables sur internet et les anciens étudiants sont contraints de continuer leur apprentissage en solo dans le domaine de leur choix avant de se sentir aptes à postuler quelque part. Pour les classes, chaque promo a un parcours différent des anciennes ainsi que des nouvelles car le système scolaire est constamment remis à jour. Mais il y a des trucs qui ne changent pas. La première année, tout le monde se kiffe, vers la deuxième année, chaque
chacun se referme dans son petit groupe, puis l'ambiance devient de plus en plus concurrentielle, même si à un moment ils doivent réessayer de s'aimer comme avant. Comme dans toutes les études supérieures, plus on avance dans le cursus, plus les gens s'uniformisent à cause de la sélection naturelle. L'emploi du temps fait qu'on reste que entre nous et on ne voit pas souvent les autres classes. Sûrement pour éviter de réseauter avec n'importe qui. Une partie des gens qui choisissent cette filière ne pensaient pas forcément faire de l'animation à la base. Soit ils testent ça juste par curiosité, ou alors ils veulent bosser dans un truc qui s'en rapproche, genre faire des jeux vidéo. C'est également fréquent que dans les studios d'anime, les gens d'une même promo se retrouvent à nouveau en train de travailler ensemble, y compris avec leurs intervenants. Surtout s'ils restent dans la même ville. Tant qu'ils sont dans la vie scolaire, les étudiants ont juste un avant-goût de ce qui se fait d'habitude dans les productions, que ce soit pour le déroulement des projets ou encore les relations humaines. J'ai remarqué que dans ce milieu, je suis pas traitée de la même façon selon ma situation. Tant que je suis juste une consommatrice, j'avais le traitement de base qu'on fait au grand public un peu con et naïf. Quand j'étais étudiante, j'étais bien vue malgré mon côté geek, puis quand je ne l'étais plus, on me voyait soit comme une concurrente à abattre ou une guignole. Tant que les gens sont au courant que j'avais été étudiante dans telle école d'anime, je me sens comme une VIP, alors que quand c'est pas le cas, on me fait sentir comme une inconnue qui s'incruste. J'ai même déjà songé à ramener mes anciennes cartes d'étudiante et autres paperasses de l'époque juste pour avoir la paix. Pareil quand je suis adhérente dans une association sur les films d'animation, sauf que là je suis plus favorisée. Idem aussi pour le nombre d'abonnés, et c'est déjà arrivé que je découvre certains de mes viewers là-bas. Que des gens positifs et étonnamment aucun hater. C'est pas toujours évident pour moi d'aller vers les gens de l'industrie classique de l'animation, surtout quand je connais personne. Au niveau de la vibe, je trouve que ça joue entre le chaud et le froid. D'un côté, je suis accueillie très chaleureusement en mode bienvenue à la maison, comme si ça restera éternel, et d'un autre côté, je ressens une certaine distance mêlée à de la froideur, comme si on me niait, et ça a tendance à s'accentuer quand l'entre-soi est plus présent. Ça reste très citadin, donc forcément moins on s'intéresse à des trucs de bobo et plus c'est une galère de s'immiscer dedans, surtout si on n'a pas les codes ni ce tempérament. Il y a des gens du milieu avec qui j'ai des affinités et d'autres pas vraiment. C'est arrivé une seule fois qu'on ne prenne pas ma chaîne YouTube au sérieux, sinon ils apprécient le côté exotique de la chose. Statistiquement, plus ils sont à fond dans l'animation indépendante sous toutes ses formes, plus il y a de chances qu'on s'entende. C'est très rare que je vois ces personnes en dehors des événements, même si elles sont dans la même ville que moi. Après, je force pas car je pars du principe qu'elles sont tout le temps occupées. On parlait principalement de tout ce qui concerne l'animation. L'événement où on se trouvait, tel court-métrage qu'on a vu. On faisait aussi les présentations de base, puis au fur et à mesure de la discussion, je leur posais des questions sur leur métier, comment ils se sentent là-dedans et tout plein d'autres trucs. Après, c'est pas pareil de parler de dessins animés avec eux et d'en parler avec d'autres gens car ceux du milieu sont tellement habitués à faire des choses très techniques qu'ils n'ont plus cette étincelle qui va les pousser à voir les personnages de cartoon comme leur égal. On dirait pas comme ça, mais en vrai la plupart des gens de cette industrie pensent que leurs métiers sont comme les autres, donc ça fait qu'ils vont pas ressentir l'envie ni le besoin d'avoir des fans autour d'eux sous prétexte qu'ils bossent pour Pixar ou autre. Ils estiment faire simplement leur devoir et c'est tout. Après, s'ils sont sur les réseaux sociaux, c'est autre chose. Au début, ça fait bizarre de savoir ça, puis on les comprend vite. Si ça se trouve, parmi les gens que vous croisez dans la rue, il y en a peut-être qui sont dans cette industrie et qui ont bercé votre enfance en faisant le concept art de votre dessin animé préféré. Ils sont tous au courant du côté ingrat des métiers de l'animation. Moins ils ont de l'ancienneté et plus ils risquent de paniquer pour leur avenir par rapport aux évolutions du secteur car ils ont peur d'avoir fait des sacrifices pour rien. Il y en a qui souhaitent rester là-dedans toute leur vie et d'autres qui cherchent à se barrer en faisant d'autres projets à côté. Je remarque qu'eux aussi vont à la fois trouver le monde de l'animation passionnant et en même temps avoir une certaine amertume envers lui. L'industrie de l'animation c'est pas très différent des autres milieux professionnels, mis à part qu'il y a plus de lâcher prise sur le dress code et que les gens s'autorisent à être plus enfantins. C'est assez contradictoire car d'un côté ça reste très codifié et de l'autre c'est open bar pour être extravagant. Il y a aussi des trucs illégaux qui sont vus comme normal dans ce milieu. Du genre les gens doivent bosser sans avoir de pause ni le moindre jour de repos, rien à foutre s'ils tombent malades. Le harcèlement est banalisé sous toutes ses formes, on leur fourgue des tâches qui sont au-dessus de leurs compétences. Ils sont sous-payés et s'ils coûtent trop cher à cause de leur ancienneté, ils se font virer comme des malpropres. C'est un milieu tellement privilégié que les gens n'ont pas conscience qu'ils peuvent se syndicaliser pour faire valoir leurs droits. On a l'impression que d'un côté il y a les méchants capitalistes conservateurs et de l'autre les gentils gauchos woke, comme si c'était manichéen. Je me souviens que quand il y avait les élections législatives de 2024, j'ai trouvé ça illogique l'affirmation comme quoi tous les gens de cette industrie sont d'extrême gauche parce que s'ils le sont pas, ça veut dire qu'ils s'en foutent de leurs droits d'artiste. Alors que déjà chaque personne est différente en termes d'opinion ou autre et en plus l'art en lui-même n'a pas de frontières politiques. En Occident, les gens veulent trop être les plus représentatifs du milieu classique de l'animation. Tous les studios ne fonctionnent pas comme eux en termes de prod et de mentalité. Leur seul point commun c'est d'être classistes. Dans d'autres pays, ils ont pas autant de budget pour rendre le milieu plus développé et inclusif alors que chez nous par exemple, ça se sent qu'ils pourraient aider des créateurs vraiment underground qui apportent un nouveau souffle à l'animation mais ils préfèrent laisser les choses telles quelles parce que c'est pas à leur goût ou pas dans leurs critères. Au début, c'est bien beau d'entendre des personnes de cette industrie parler de minorités ou autres gens discriminés, sauf qu'à force, en tant que concernés, on sent qu'ils parlent à notre place et on peine à prendre la parole sans claquer des thunes pour eux. Je pourrais faire une vidéo react où ils parlent de ces sujets-là si vous voulez. Perso, en tant qu'ancienne étudiante, je trouve qu'on est encore moins respecté que les seniors, alors qu'ironiquement, les étudiants actuels sont aimés pour leur potentiel et probablement leur naïveté alors qu'on ne sait même pas comment sera leur avenir. Même quand j'étais en formation avant de
reprendre mes études, j'avais déjà une idée de commencer dans les studios. Les jeunes sont surreprésentés car c'est rare que la plupart des gens tiennent dans le temps pour des raisons de santé ou autre. D'ailleurs, si vous avez un handicap, pour demander des aménagements, la plupart des structures s'en battent les steaks. Votre seul recours c'est l'amiable dans l'espoir qu'ils acceptent et puissent mettre ça en place. La situation des femmes dans l'anime est mieux qu'il y a 100 ans, sauf qu'il y a encore du chemin à faire. Ça ne m'étonne pas que des meufs comme Viv Zipop passent par des circuits indépendants. Les gens de cette industrie sont tout mimi, tout pipou quand on les voit IRL, mais ça reste des humains avant tout. Eux aussi peuvent se laisser influencer par les réseaux sociaux et se montrer sans pitié en ligne. Ils vont pas toujours se cacher sous des pseudos, donc je me demande s'ils assument vraiment ce qu'ils disent ou s'ils sont juste pas très malins. Une fois, j'étais surprise de découvrir qu'une personne que je connaissais de mon école pouvait se montrer virulente dans le virtuel, alors qu'avant, quand je venais lui parler, je la trouvais professionnelle. Mais ce qui reste vraiment le pire pour moi en termes de désillusion, c'est que contrairement à eux, je m'identifie aux personnages de dessins animés et j'ai encore gardé mon âme de spectateur malgré tout ce que je sais. Dites-moi si vous voulez que je détaille cet aspect-là de la chose. Je me rappelle encore de cet épisode de Pipoudou quand lui et ses potes ont débarqué dans un studio d'anime et que les gens les regardaient bizarrement. Eh bien, figurez-vous que là aussi je me suis identifiée au perso car moi aussi je me suis sentie visée comme ça à l'instant T. Quand les gens me parlent de leur projet animé, il y a mon empathie qui va davantage vers leurs personnages et j'aime pas quand leurs auteurs se détachent trop d'eux en les dénigrant ou autre. Je ne comprends pas comment des aigris peuvent animer des personnages toujours joviales et arrivent à se débrouiller pour que ça ne se ressente pas dans l'œuvre. Depuis mon enfance, j'adore voir et m'identifier à des persos qui font des mouvements ultra dynamiques comme s'ils étaient en caoutchouc parce que ça me rappelle les moments où j'ai des gestes brusques et ça me permettait de facilement les accepter, même si on me faisait chier en me disant que c'est pas bien, faut être plus douce et machin bidule. J'étais déçue quand j'ai appris en cours de chara design que techniquement mes mouvements brusques sont très éloignés des mouvements dynamiques des personnages car leurs références viennent en fait d'acteurs qui bougent volontairement de façon exagérée et irréaliste. Après tout ça, on pourrait se demander pourquoi je m'accroche à mes rêves alors que plein de choses dans l'animation ne me font pas envie. C'est tout simplement parce que j'ai conscience que là aussi on peut me rejeter pour les mêmes raisons habituelles. Comme dans n'importe quel domaine, je ne vais pas apprécier différents aspects d'un truc de la même façon que les autres et je connais l'existence de l'animation indépendante. Ces déceptions m'ont bizarrement fait voir le verre à moitié plein car en vrai j'ai pas grand chose à perdre en étant sans filtre ou autre comparé à eux et ces métiers sont tellement ingrats que ça ne vaut pas tous les sacrifices du monde. Surtout si c'est pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre en passant à côté des siens. Je me vois toujours faire une série animée un jour mais sans me coltiner tous les trucs chiants des studios d'anime malgré le fait qu'aujourd'hui plein de projets peinent à décoller faute de moyens sauf que j'ai vraiment l'intuition qu'il y aura une vraie solution pour ça. Ce que j'aime dans l'animation indépendante, surtout sur internet, c'est voir des dessins animés qui sont moins répandus et où les créateurs osent faire des trucs qu'on ne voit pas ailleurs. C'est aussi plus accessible, authentique et il y a de la vraie diversité dans les profils des auteurs car il y en a qui ne viennent pas du monde de l'animation. Ça me rend optimiste par rapport à mes propres projets car ça prouve qu'il n'y a pas besoin d'être dans un carcan pour les réaliser et il y a encore plein de choses à découvrir là-dedans. Les gens de l'industrie classique de l'animation ne reconnaissent pas toujours ça comme des vrais dessins animés, surtout quand c'est fait de façon amateur car ça ne rentre pas dans leurs standards de production. Ceux qui vont aimer ce type de contenu ont tendance à faire les pick-me dès qu'ils ont leur casquette de technicien. Ils vont pas chercher à être indulgents envers tout ce qui est à la fois indépendant et amateur, sauf si à la limite ça vient d'Afrique. Comme si un animateur solo n'avait pas le droit de tenter des choses voire de gagner sa vie hors des sentiers battus. Il y a une vidéo du youtubeur The Odd Ones Out où il disait que quand il a fait des démarches pour créer sa propre série animée, il s'est déjà fait refuser parce qu'il est vidéaste animateur. Genre le gars peut compter que sur YouTube, comme s'il valait mieux qu'il fasse rien. Hollywood y est pour quelque chose car il n'y a pas autant d'opposition dans le monde du jeu vidéo. Même le cinéma a plus de considération pour les navets et les nanars à tel point que les cinéphiles ont conscience que les processus de création et les ressources ne sont pas pareils pour chaque réalisateur. L'animation indépendante, y compris celle amateur, est tout aussi légitime que les autres productions de dessins animés. Les moyens budgétaires et la façon de les voir varient beaucoup d'une culture à une autre. Un petit groupe de japonais indépendants, c'est l'équivalent d'une prod française classique qui a des tonnes de gens dans son équipe. Beaucoup d'animateurs très connus ont commencé d'abord en tant qu'indépendants, il y en a qui finissent par le devenir et une partie des animateurs solo qu'on trouve aujourd'hui sont des anciens étudiants d'école d'art ou d'animation. Moins de moyens ne veut pas dire moins de succès et il y a des gens qui trouvent que ce type de dessin animé ont plus de saveur car c'est fait de façon artisanale. Il y a des animateurs indépendants qui à la fin ont des équipes tellement solides qu'ils peuvent concurrencer les studios d'anime classiques. Je me sens plus proche des milieux indépendants dans l'animation mais ça ne va pas m'empêcher de m'intéresser à ce qu'il se passe du côté de ceux qui sont classiques et mainstream pour autant. Ce que je recherche en allant dans des événements sur l'animation c'est de choper un max d'infos pour savoir comment je pourrais un jour faire une série animée quels que soient mes moyens. L'idée c'est de trouver un deal entre ce qu'il se fait en réalité et ce qui est réalisable à mon échelle avec la loi de Pareto. Les gens du milieu classique de l'anime ne sont pas ma cible prioritaire donc c'est normal que quand je me pointe là-bas, mon objectif ce n'est pas de me faire aimer pour gagner des abonnés. Évidemment si ça match avec eux c'est un plus. C'est comme les lutins de Noël, le but c'est d'apporter des cadeaux au monde extérieur, pas de juste se les refiler entre nous. C'est normal de se demander à force de regarder des dessins animés comment sont les conditions de travail de ces gens. J'aime toujours ce qu'ils font même si je sais avec du recul comment ça se passe dans les coulisses. Je me suis déjà demandé si je vais continuer de côtoyer la populace de l'industrie classique de l'anime une fois que j'aurai réalisé mon rêve.
C'est possible que dans le futur je les verrai de façon plus occasionnelle car à un moment la technologie va être à un stade où je ne dépendrai plus de ce milieu pour atteindre mes objectifs dans le domaine de l'animation. Par exemple, au lieu de payer une formation de 2 mois à 6K d'euros dans une résidence, je pourrais déjà avoir tout le mode d'emploi complet grâce à une IA. À ce stade, si je reviens les voir, ce sera car il y a un dessin animé, une personne ou un thème qui sera plus mis en avant, du genre l'animation slovaque à Annecy. Ça dépendra aussi de ma situation à l'avenir, du genre où je vivrai ou autre. Je regrette pas de m'être confronté autant que possible à l'industrie de l'animation car j'ai appris à mieux me connaître et j'ai toujours voulu savoir comment ça se passe vraiment là-bas pour ne pas devenir comme ces idiots utiles qui idolâtrent trop quelqu'un ou quelque chose sans se rendre compte qu'ils sont en train de se faire avoir. Ça m'a pas rendue indifférente de savoir qui parmi ces gens-là ont pu bercer mon enfance et je leur remercie infiniment. Je ne sais pas comment les personnes de ce milieu vont prendre tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, surtout que des fois je me suis pas gênée pour être salée. Quoi qu'il en soit, ça ne va pas m'empêcher d'aller les voir tant que j'en ressens le besoin et l'envie.